Ligne droite. Le grand réveil. Pour ce grand réveil, donc, nous parlons d'immigration avec Anselme Boussuge, le président de l'Institut Triomphe. Bonjour Anselme Boussuge. Bonjour Liselotte. Alors hier, vous avez publié sur votre compte X le bilan de Frontex des entrées irrégulières sur le territoire de l'Union européenne en 2024. On pourrait se réjouir à première vue des chiffres présentés. On a une baisse de 38%, donc ça représente 239 000 franchissements irréguliers des frontières de l'Union européenne. Alors est-ce qu'on se réjouit de ce chiffre ou est-ce que malgré tout, on continue de se dire que 239 000, ça reste assez élevé et bien au-delà de ce qu'on devrait viser comme seuil? Alors, vous commencez avec une question complexe parce que je pense que c'est tout à chacun de savoir si c'est. Alors, est-ce que ce sont des chiffres élevés? Oui, effectivement, ce sont des chiffres élevés. Donc, il faut effectivement prendre en compte le fait qu'il y ait une baisse quand même drastique donc du nombre de traversées et d'arrivées irrégulières en Europe, ce qui est quand même, je pense qu'on peut quand même se féliciter de cela dans un premier temps et féliciter aussi Frontex qui nous a donné ces chiffres, effectivement. Alors, est-ce que ça reste trop? C'est de l'avis de tout à chacun. Je pense qu'effectivement, ce sont quand même des flux migratoires qui restent très très importants, plus de 200 000, 300 000 personnes. Bon, il faut quand même dire que ce sont donc les flux migratoires qui sont détectés. Oui. Donc c'est aussi le mot qui est important. Évidemment, on ne peut pas, par définition, ce sont des flux qui sont illégaux et donc qui ne sont pas déclarés. Et donc ce sont des gens qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne. Donc parmi les différentes routes d'arrivée de l'Union européenne, il y en a 6 qui sont principales. Et donc effectivement, on a encore 200, 300 000 personnes qui arrivent tous les ans de manière illégale et qui sont détectés. On a effectivement tout un système donc, aux frontières de l'Union européenne qui permettent de refouler ou non ces personnes, donc soit de les permettre de déclarer de façon légale leur volonté de rejoindre l'Union européenne avec notamment des statuts de demandeurs d'asile, ou alors on refoule tout simplement ces personnes et qui restent au bord des frontières de l'Union européenne, ou alors qui doivent repasser par d'autres voies pour essayer de re-rentrer plus tard dans le système, dans l'Union européenne. Donc effectivement, on a eu 380 000 franchissements irréguliers de frontières dans l'Union européenne en 2023. Et donc on a eu cette année, donc les chiffres sont effectivement sortis, même si les chiffres sont assez peu précis, on ne dit pas, on ne nous donne aucune précision, donc Frontex donne simplement les chiffres bruts, il n'y a même pas de rapport vraiment qui est lié à ça, mais on sait en tout cas qu'on a effectivement que 239 000 franchissements irréguliers en 2024, donc effectivement une baisse de 38%, qui est quand même une vraie baisse et qui est due en tout cas aux efforts de Frontex. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être distinguer les différentes zones européennes qui ont été analysées par Frontex, puisqu'elles ne sont pas toutes, elles ne jouissent pas toutes des mêmes résultats? Oui, alors on a effectivement, en fait, on a 6 voies principales d'entrée dans l'Union européenne. Donc on a effectivement, alors je vais faire vite, on a la Méditerranée centrale, les Balkans occidentaux, la Méditerranée orientale, l'Afrique de l'Ouest, la frontière orientale et finalement la Manche. Ce sont vraiment les voies principales qui peuvent évoluer, les pays évoluent, les flux évoluent, mais c'est vraiment les entrées principales. On a les arrivées par l'Espagne, on a les arrivées par l'Italie, on a les arrivées par les Balkans. Et effectivement, on a des résultats qui sont très très différents. Là, la baisse, en fait, quand on regarde, on a des flux qui sont beaucoup plus élevés qu'auparavant, et dans certaines routes, on a des flux qui sont beaucoup moins élevés qu'auparavant. Quand on regarde par exemple donc la baisse de 38% est due en fait à 2 routes principales, donc la route de la Méditerranée et la route des Balkans qui ont vu leur fréquentation largement diminuer. Donc la route des Balkans, c'est, alors, d'après l'information de Frontex, c'est surtout dû à une coopération extrêmement importante entre les pays des Balkans. Effectivement, on a une baisse de 78% du nombre d'arrivées irrégulières. Donc je précise que effectivement c'est assez décorrélé de l'immigration légale. C'est-à-dire que là on parlera effectivement uniquement d'immigration illégale, donc avec une baisse de 78%. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de gens qui tentent de traverser la frontière, ça veut simplement dire qu'on a refoulé davantage de personnes et qu'on a de manière générale moins de gens qui traversent par cette frontière-là spécifiquement. Donc du coup, 78% sur la route des Balkans. Et on a aussi la deuxième route, donc une route qui est extrêmement empruntée de manière générale, qui est la route de la Méditerranée. Donc on observe effectivement aussi
une baisse, donc là cette fois-ci de 59%. C'est les routes qui passent généralement par l'Italie, et c'est une des routes qui est la plus empruntée. C'est toutes les routes qui partent de la Tunisie et de la Libye, donc c'est ce qu'on entend généralement, c'est les routes extrêmement dangereuses qu'on entend généralement, qui sont des routes qui sont extrêmement contrôlées, et avec une coopération internationale qui a eu tendance à s'intensifier depuis des années, notamment pour justement baisser et détecter ces traversées par la Méditerranée. Et donc on a effectivement une baisse majoritaire dans ces deux plans-là, et on a effectivement d'un autre côté d'autres frontières qui ont vu, elles, leur nombre d'entrées illégales exploser. Il y a notamment tout ce qui est les frontières de l'Est, donc avec effectivement tout ce qui est Biélorussie, avec un nombre d'entrées, et notamment quand on regarde quand on regarde un petit peu dans le détail les nationalités qui sont concernées, on a beaucoup d'Ukrainiens, d'Éthiopiens et de Somaliens qui passent par les frontières de la Russie et de la Biélorussie, et notamment pour déstabiliser effectivement les frontières européennes. Et on a en fait, étant donné que ces flux migratoires sont tentés d'être contrôlés, ils essaient de passer par d'autres routes, notamment par les routes espagnoles, qui a aussi vu sa fréquentation augmenter, et finalement tout ce qui passe par l'ouest du continent africain, avec les îles Canaries qui ont eu aussi une augmentation de 18%. Oui, donc ça a globalement de bons chiffres. Néanmoins, quand on se penche sur les spécificités de chaque région, il y en a quand même certaines qui sont bien en peine. Et vous l'avez dit, par exemple, à l'Est, on a une explosion de 192%. Est-ce que vous pourriez nous parler des raisons donc, de cette baisse ? Vous l'avez déjà rapidement évoqué, mais voilà. Alors, les raisons de la baisse, c'est... Frontex ne dit pas spécifiquement pourquoi est-ce qu'il y a eu des baisses, donc il faut analyser ça un peu plus globalement. On a en fait deux principales raisons. La première, c'est vraiment une intensification de la coopération internationale, notamment des pays des Balkans. Oui, c'est inspirant. Qui ont décidé de mettre fin, ou en tout cas d'intensifier leur processus de détection des personnes qui rentreraient illégalement sur le territoire. Donc effectivement, là, ce n'est pas dû à des flux migratoires qui sont moins importants, encore une fois, et je vais répéter, mais c'est vraiment décorrélé quand on regarde de l'immigration légale et illégale. C'est simplement dû effectivement à une intensification de la volonté des pays des Balkans de refouler, de détecter tous les flux migratoires qui tentaient d'arriver auparavant par là. Et donc voilà la principale raison. Sinon, on a effectivement sur la deuxième raison de baisse de certaines barrières migratoires, c'est simplement qu'on les contourne et qu'on ne les emprunte plus. Parce qu'on sait que ce sont des routes, et c'est un petit peu le cas pour exemple la Méditerranée centrale, on sait que ce sont des routes qui sont extrêmement dangereuses, extrêmement périlleuses. Donc on a simplement une baisse parce que simplement les migrants préfèrent prendre des routes plus longues, mais probablement moins dangereuses. Voilà. Est-ce que vous avez des données concernant le profil de ces clandestins ? On imagine que c'est assez compliqué parce qu'encore une fois, comme c'est illégal, on n'a peut-être pas de chiffres très précis, notamment sur l'âge, par exemple. C'est très compliqué. On sait qu'il y en a un certain nombre qui refusent de donner leur âge et qui se prétendent mineurs, mais peut-être déjà sur au moins les enfants et les femmes. Alors effectivement, on a des données assez brutes sur les enfants et les femmes. On a des données qui nous disent qu'on a à peu près 10% de femmes. Ouais. Donc ça fait à peu près 90% d'hommes. Il y a assez peu d'évolution. On est toujours autour de 10% depuis des années. Et je pense que ça ne va pas évoluer véritablement. Donc 10% de femmes. Il y a quand même une donnée qui est extrêmement importante et intéressante à savoir sur les femmes. C'est que 62% de toutes les femmes, toutes les femmes qui arrivent aux frontières de l'Union européenne sont entrées par la route de la Méditerranée orientale. En fait, quasiment l'intégralité, 62% du flux de femmes qui rentrent par les 6 routes, en fait, ne rentrent que par une seule route, c'est la route de la Méditerranée orientale. La raison est en fait assez simple, c'est que c'est ce qu'on évoquait avant. Le périple de migration est quand même un périple qui est extrêmement dangereux. On a des affaires effectivement de viol, on a des affaires d'esclavagisme, etc. Et donc en fait les femmes préfèrent effectivement contourner certaines voies qui sont plus dangereuses, notamment les voies en provenance d'Afrique centrale, où on a effectivement ces fameuses routes. On avait eu plusieurs scandales il y a quelques années sur l'esclavagisme qui est toujours en cours.
Et donc en fait, on a ces flux migratoires, notamment des femmes qui préfèrent passer par les frontières de la Turquie, de l'Est de l'Europe, plutôt que de passer par les frontières africaines qui sont assez dangereuses. Sur les mineurs, effectivement, on a une petite évolution. On avait 13% en 2023, aujourd'hui c'est 16%. Alors mineurs, encore une fois mineurs, Avec des gros guillemets, mineurs ouais. déclarés avec des guillemets. On fait aussi face évidemment à toute l'incapacité de connaître le profil précis, l'âge précis, et ce sont beaucoup de données déclaratives. Mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, on a à peu près 16% de mineurs, ce qui est quand même en augmentation par rapport à 2023. Alors, bon, ce que vous nous dites, déjà, ça a quand même un argument de poids pour répondre à tous les discours qui nous expliquent que, en fait, c'est simplement de l'humanité de vouloir accueillir tous ces immigrés. En réalité, les femmes et les enfants, qui sont généralement les plus faibles et ceux qu'on tente de sauver d'abord, généralement restent au pays, apparemment en tout cas. Apparemment. Est-ce que vous pourriez nous parler des politiques européennes? Est-ce qu'elles ont joué probablement un rôle dans cette immigration en 2024, Anselme Boussuge? Oui, alors c'est des politiques qui datent de longtemps. Il faut bien comprendre les enjeux qui entourent les politiques européennes d'immigration. Je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais en tout cas c'est complexe parce qu'on a effectivement tout un enjeu de connaissance des flux migratoires et après on a tout un enjeu sur la gestion des flux migratoires. En 2023, on avait la Commission européenne qui avait essayé de mettre en place des réglementations ou en tout cas des accords des pays européens pour pouvoir gérer les demandeurs d'asile. Et là, on fait effectivement face à différentes problématiques qui sont les problématiques évidemment souverainistes des pays qui veulent plus ou moins accueillir, parce qu'en fait tout se fait sur la base du volontariat généralement, et donc il faut que les pays acceptent de leur plein gré, et évidemment c'est la souveraineté qui veut ça, et c'est une très bonne chose, mais d'accueillir des demandeurs d'asile en leur sein. Et donc on a eu des pays comme la Pologne et la Hongrie qui se sont qui se sont déclarés contre l'accueil de demandeurs d'asile, en tout cas en masse. On a des pays comme l'Autriche, par exemple, ou même la Slovaquie, qui sont révélés assez neutres. Et on a des pays comme la France, comme l'Espagne, comme l'Italie, qui, comme d'habitude, accueillent une majorité des flux de migrants. C'est intéressant de savoir, il y a une donnée qui est assez intéressante de savoir, c'est que parmi les 27 États membres de l'Union européenne, les 3/4 de l'ensemble des premières demandes d'asile déposées dans l'Union européenne arrivent en fait dans 5 pays. C'est-à-dire l'Allemagne en premier, avec 25% des demandeurs d'asile, la France en deuxième, 16%, l'Espagne en troisième, 12%, l'Autriche et l'Italie. Et donc on a ces 5 pays qui reçoivent les 3/4 des premières demandes d'asile. Et en fait, dans l'Union européenne, quand on reçoit une demande d'asile, on est obligé de la traiter. Et donc ces demandeurs d'asile arrivent en fait ne sont pas du tout correctement répartis au sein de l'Union européenne. Alors, est-ce que cette politique, elle commence pas aussi par la définition de ce qu'est un réfugié aujourd'hui? Voilà, comment l'Union européenne considère un clandestin? À partir de quel moment est-ce que c'est un réfugié? À partir de quel moment c'est un immigré clandestin illégal? Alors ça me permet de effectivement développer sur un point important, qui est un point qui a été beaucoup discuté au sein de l'Union européenne durant les 30 dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a eu la création de l'espace Schengen, etc., on a eu beaucoup de débats sur qu'est-ce que c'est un réfugié, qu'est-ce que c'est qu'un demandeur d'asile. En fait, l'intégralité des pays de l'Union européenne avait des définitions qui étaient strictement différentes. Et donc, on a eu un énorme travail qui a dû être fait pour harmoniser ne serait-ce que les définitions d'un demandeur d'asile. Donc aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord sur ce que c'est que un réfugié et un demandeur d'asile. Sur les migrants en tant que tel, c'est un peu plus compliqué. On imagine que c'est quelqu'un simplement qui est en dehors de son pays d'origine ou de son pays d'habitation. Mais un réfugié, effectivement, maintenant, l'harmonisation des politiques internationales s'accorde sur le fait que ce sont des personnes qui ont fui leur pays parce qu'elles risquaient d'être victimes de graves atteintes de leurs droits humains et elles risquaient d'être persécutées, d'être blessées, etc. La simple différence avec les demandeurs d'asile, en fait, les demandeurs d'asile sont des réfugiés en attente de validation de leur demande d'asile. C'est-à-dire que quand on arrive illégalement sur un territoire, on fait une demande d'asile, et une fois que cette demande d'asile est acceptée, on devient officiellement un réfugié. Voilà. En fait, il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux. Simplement, il y en a un qui est considéré comme effectivement ayant fui un pays parce qu'il avait il y avait des risques sanitaires et des risques d'atteinte et de persécution. Et donc le deuxième, effectivement, il devient demandeur d'asile réfugié quand sa demande d'asile est validée par l'Union européenne. Ouais.
Quand on entend ces chiffres, c'est toutes ces demandeurs d'asile ou ces réfugiés ou ces immigrés qui sont interpellés aux frontières de l'Union européenne. C'est peut-être quand même aussi la preuve qu'il faudrait accentuer des politiques dissuasives pour que finalement, dès le pays de départ, en fait, il y ait moins de flux, il y ait moins de mouvements. Oui, là, c'est effectivement tout le débat sur l'immigration depuis des années. Alors, je suis pas magicien, je sais pas trop ce qu'il faudrait faire précisément, mais on a beaucoup de politiques qui ont été mises en place. On a notamment des politiques de publicité ou plutôt de contre-publicité qui ont été faites notamment en Afrique du Nord. Donc en fait l'objectif est simple, c'est de dissuader les migrants de venir. Le problème c'est qu'on lutte contre différentes forces migratoires qui sont importantes. On a la Russie qui fait volontairement en tout cas c'est ce que déclarait Frontex et l'Union Européenne, avec la Biélorussie qui faisait volontairement venir des flux migratoires importants pour déstabiliser l'Union Européenne. Donc on a premièrement cette problématique-là qui est une politique de droit international, de coopération internationale ou de guerre internationale si on peut le dire ainsi. Et on a effectivement des politiques qui visent à soit donner de l'argent, et c'est ce qu'on fait depuis des années en Afrique du Nord, notamment avec la Tunisie. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent à ces pays pour qu'ils maintiennent leurs flux migratoires et qu'ils les conservent. En fait, quand les gens qui arrivent de Tunisie, ce sont assez peu des Tunisiens, ou même les gens qui viennent du Maroc sont assez peu des Marocains. Ce sont en fait des flux migratoires qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui remontent par les routes de migration, notamment la route de la Méditerranée, etc., la Méditerranée centrale, qui veulent aller en Italie, et qui sont en fait maintenus parce qu'on paye ces pays-là, on donne de l'argent à ces pays-là pour qu'ils maintiennent leur flux migratoire. Et encore une fois, on a une problématique importante d'harmonisation de l'Union européenne. Dans les années 90, on a cette problématique qui est notamment d'identifier qui sont les personnes qui arrivent en face de nous. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. C'est-à-dire que dans les années 90, on a mis en place le règlement européen, ce qu'on appelle le règlement Dublin, parce qu'avant, on avait du mal à savoir si une personne qui arrive dans un pays qui était-elle, ce qu'elle voulait, et est-ce qu'elle n'avait pas déjà déposé des dossiers de demande d'asile dans d'autres pays. Oui. Et effectivement, on pouvait demander dans 10 pays différents d'avoir une demande d'asile. Et donc, en fait, la loi Dublin qui a été, le règlement Dublin qui a été adopté en 90, l'objectif était simple, c'était de dire qu'on avait le droit à ce qu'on appelait un guichet unique, c'est-à-dire que les migrants qui venaient en Europe n'avaient le droit de ne faire qu'une seule demande d'asile dans un seul pays. Bon, évidemment, la loi n'a pas du tout été respectée, et donc on a ensuite ajouté des règlements. On a eu la loi Dublin 2, puis la loi Dublin 3, qui visait notamment à mettre en place des systèmes de coopération internationale, notamment grâce aux empreintes digitales, qui nous permettaient d'identifier les migrants, les demandeurs d'asile, de savoir qui ils étaient et s'ils avaient déjà fait des demandes d'asile dans d'autres pays. Et donc là, on mettait en place le guichet unique obligatoire, c'est-à-dire qu'en fait, et avec la loi Dublin 3 notamment, le pays qui recevait la demande d'asile est obligé de la traiter de A à Z. Et donc on avait ces flux qui avant n'étaient pas forcément traités parce que tous les pays de l'Union européenne se rejetaient la balle. Et aujourd'hui, on a effectivement soit les flux sont traités, soit les flux sont rejetés en amont, et c'est d'ailleurs ce qui est fait, et c'est pour ça qu'on observe notamment une baisse importante du nombre de franchissements irréguliers. Merci beaucoup Anselme Boussuche pour ces chiffres. On arrive à la fin de cet entretien. Il y avait Merci encore beaucoup de questions, notamment la gestion de ces migrants qui malgré tout arrivent quand même sur les côtes européennes et qui, même s'ils sont encore clandestins, sont malgré tout sur notre sol. Mais on vous réinvitera pour en parler, pourquoi pas avec un politique. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Triomphe. Merci beaucoup donc d'avoir été avec nous ce matin. Et puis à très bientôt Anselme Boussuche.